Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. L'atmosphère est bien triste aux Tuileries. Il y a 200 ans, le 16 septembre 1824, Louis XVIII est en train de rendre son dernier soupir après un règne de 10 ans qu'il aura attendu, disons-le, toute sa vie pour l'exercer tant bien que mal, plutôt bien que mal d'ailleurs, confronté qu'il était à une santé de plus en plus poussive. Vous savez qu'il était énorme, Louis XVIII, il fallait le transporter à bras d'homme dans des espèces de brancards. Louis XVIII ne peut pas le savoir, mais il aura été néanmoins le dernier roi de France à mourir sur le trône, puisque ses successeurs, Charles X, puis sous un autre régime, Louis-Philippe Ier, mourront, eux, en exil. Louis Stanislas Xavier, qui aura été tour à tour comte de Provence et comte de Lille, ça c'était son titre d'exil, a quelques secrets à nous révéler et il mérite, je crois, à l'occasion de ce bicentenaire qu'on s'attarde un peu sur son héritage, car non seulement il n'a pas seulement été ce roi à l'embonpoint disgracieux, ce roi sans jambes comme il se qualifiait lui-même, mais il aura été le souverain qui a fermé pour de bon la période révolutionnaire et pansé les plaies du consulat et de l'Empire. Son histoire avait commencé 68 ans plus tôt, à Versailles bien sûr, le 17 novembre 1755. Et ce roi podagre, obèse, était entré dans la vie sous l'apparence malingre d'un enfant tout à fait chétif, fluet de corps, des bras, des jambes, si bien qu'on s'est même inquiété pour la santé de ce tout petit bébé qui avait l'air d'avoir du mal à respirer. Simplement, cet enfant était décidé à s'accrocher à la vie. Sa naissance, c'est vrai, a été l'occasion de grandes réjouissances, comme c'était toujours lorsqu'un enfant masculin naissait dans la famille royale. Ce jour-là, les Parisiens ont dansé et tout le royaume. Louis Stanislas Xavier a été titré par son grand-père, le roi Louis XV, comte de Provence. Il était donc le fils du dauphin Louis-Ferdinand, qui lui-même était le fils unique de Louis XV. Ce dauphin ne devait jamais régner, vous le savez, il a disparu avant son père, mais il est à l'origine de toute une progéniture royale, puisque 3 de ses garçons deviendront rois. Le duc de Berry, donc Louis XVI, qui était un peu plus âgé que le comte de Provence, notre comte de Provence qui deviendra après la Révolution le roi Louis XVIII donc, et puis son petit frère, le comte d'Artois, qui deviendra le roi Charles X. Très tôt, le petit Provence a fait l'admiration de ses parents, et quand l'aîné de la fratrie, dont je ne vous ai pas encore cité le titre, le duc de Bourgogne, est tombé gravement malade en 1760, eh bien, on a préservé le petit Provence de cette terrible agonie, alors que le frère qui était juste un peu plus âgé que lui, le duc de Berry, qui donc était né entre les deux, lui n'a pas été du tout préservé. Il a vécu la maladie et la mort de son frère. Et à la mort donc de l'aîné en 1761, le dauphin et la dauphine ont eu tendance à reporter leur affection, non pas sur le duc de Berry, mais bien sur le comte de Provence, parce qu'il avait cette vivacité d'esprit, il avait cette tournure assez extraordinaire. À la cour, on dit qu'il est le seul des enfants de France à montrer de l'esprit, à montrer un ton résolu. Et ses parents, mais aussi le grand-père Louis XV, ont à peine caché leur déception à l'idée que ce soit désormais Berry qui devienne l'héritier. Provence montrait tellement plus d'aptitude. Avouez qu'il y a quand même là de quoi donner à un enfant un sentiment de supériorité. De là à lui donner carrément envie de monter un jour sur le trône de France, il n'y avait qu'un pas. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors dans leur éducation, les 2 frères sont constamment mis en compétition. Le comte de Provence s'amuse à briller devant ses maîtres, et c'est vrai qu'il a tendance à forcément reléguer au second plan son petit frère, son grand frère, le duc de Berry, qui lui a plus de difficultés. Provence commence même à reprendre publiquement son aîné, vous imaginez, à la disparition prématurée de leur père. Il prend néanmoins conscience que c'est bien son frère Berry qui est devenu dauphin, et ça nourrit chez lui ce qu'il faut bien appeler un sentiment d'envie, de jalousie. Le jeune Provence sera un prince jaloux. Il faut dire qu'un petit frère, leur aîné, qu'on a titré comte d'Artois,
au mariage de Berry-Dauphin avec Marie-Antoinette, l'archiduchesse d'Autriche. Provence se dit qu'il est grand temps qu'il prenne un peu son indépendance. Il a terminé ses études à l'époque, il a appris l'italien, l'anglais, il a assimilé les lois fondamentales du royaume. Je vous ai dit qu'il passe déjà pour un bel esprit. Il faut vous dire qu'il a emmagasiné tout un arsenal de citations et de bons mots. Il dévore notamment les œuvres d'Horace. Horace sera le poète qui, d'une certaine manière, l'accompagnera toute sa vie et lui donnera le vernis dont il a besoin. Prochaine étape pour lui, le mariage, évidemment. La France, à cette époque, a besoin de se rapprocher de la maison de Savoie et c'est donc vers la cour de Turin que le roi Louis XV se tourne pour aller chercher une épouse au jeune prince. Il s'agit de Marie-Joséphine de Savoie, donc, mariage qui sera célébré le 14 mai 1771, c'est-à-dire exactement un an après celui du dauphin. On ne peut pas dire que ce soit une très belle jeune femme, Marie-Joséphine, mais que voulez-vous? Le comte de Provence s'en accommode. Il faut dire que son physique à lui n'est pas très avantageux non plus. Il a une démarche un peu inélégante en raison d'une malformation des hanches. Sa taille est moyenne, il est court sur jambe, si je puis dire, avec le bassin lourd. Bref, c'est pas tout à fait le prince charmant, le comte de Provence, contrairement au petit frère, le comte d'Artois, qui lui est très bien fait de sa personne et va devenir très vite un bourreau des cœurs. Provence est plus attirée par les affaires de l'intelligence, de l'esprit, de la politique, et c'est pour les intrigues qu'elle comporte qu'il va se passionner pour la politique. En coulisses, il va tenter pas mal de coups pour prendre un peu d'ascendant sur son frère. La belle-sœur Marie-Antoinette, qui a été mise en garde, se méfie de son beau-frère parfois un peu encombrant. Ces maladresses finissent par se voir et le dauphin, qui est donc le futur roi, n'est pas dupe. À la mort de Louis XV, donc en mai 1774, le comte de Provence prend le titre de monsieur, c'est l'usage à la cour, il n'a même pas 19 ans à l'époque. Son frère est monté sur le trône. Et pourtant, le comte de Provence se dit que ce n'est pas la justice, que c'est lui qui aurait dû monter sur le trône. Et d'autant plus que Louis XVI n'a aucune intention de le consulter, il le relègue un peu, donc c'est d'autant plus difficile et ça attise son envie. La rancune va grandir. Provence néglige de faire sa cour au nouveau roi et à la reine, à sa belle-sœur, et surtout, il se met à prendre de l'ascendant sur le plan politique. Il apparaît comme un défenseur intransigeant de l'absolutisme. C'est intéressant à noter parce que plus tard, quand il sera lui-même roi, il défendra au contraire une version modérée de la monarchie. Monsieur cherche à s'éloigner de Versailles pour écouter un peu plus ses plaisirs. Alors il se met en quête d'une propriété, va trouver un manoir médiéval qui a été rénové par Mansart. On est au bord de l'Yerre, en Essonne, dans ce qui deviendra l'Essonne. C'est le château de Brunoy. On va faire de grosses dépenses pour les jardins et les intérieurs et les décors de Brunoy. Monsieur veut jouer un peu les princes galants. La vérité, c'est que personne n'est dupe. Il veut jouer les beaux esprits, mais on le trouve surtout un peu pédant. Et puis, il y a des rumeurs insistantes sur son impuissance. Ça n'arrange rien, bien entendu. D'autant que ses frères, eux, vont finir par assurer une descendance. Artois d'abord, et puis le roi lui-même qui va finir par avoir des enfants avec Marie-Antoinette. Plus tard, la comtesse de Provence s'attirera les services d'une certaine Anne de Caumont, qui est tout à fait extraordinaire. Elle est comtesse de Balby. Et comme on sait que la comtesse de Provence est vraiment très proche, mais quand je dis très proche, trop proche de sa dame de compagnie, Madame de Gourbillon, eh bien, sans doute pour essayer de défendre son honneur, monsieur va la tromper, en tout cas en apparence, avec cette Marie-Joséphine de Balby. Il va d'ailleurs lui offrir un pavillon, puis un jardin à Versailles. Bref, il veut montrer qu'il maîtrise la situation, qu'il a de l'assurance. Il se fait passer, je vous l'ai dit, pour un érudit. On dit qu'il écrit des pièces de théâtre. La vérité, c'est qu'il a dans son cabinet un certain nombre de beaux esprits qui les écrivent à sa place. Vous écoutez Radio Classique. Vous avez bien compris que sur un plan politique, le comte de Provence est un prince conservateur. Pour lui, à chaque fois que le roi soutient des réformes qu'il veut modifier, transformer l'ordre des choses, notamment en s'entourant de personnages libéraux comme Nègre, à chaque fois, il commet des erreurs. C'est ce que pense le comte de Provence. Et dans les années 1780, alors que le royaume s'enfonce dans la crise financière, à cause notamment de la guerre en Amérique, bien entendu, et qu'on voit naître les prémices de la Révolution, le prince se montre assez rigide. Sauf que,
Arrivent les débuts de la Révolution, les assemblées de notables, la convocation des États généraux, et là il va changer de position, le comte de Provence. Il veut montrer qu'il est patriote, qu'il est ouvert aux idées nouvelles, et il comprend que ça lui attire tout de suite une forme de popularité. Et donc il va devenir de plus en plus ouvert, alors que son petit frère, le comte d'Artois, lui, s'enferme dans un ultra-conservatisme qui lui vaut quelques sifflets. Monsieur se permet de penser qu'il est en train de gagner une forme de légitimité, qu'un jour, il pourrait peut-être remplacer son frère si vraiment les choses vont trop mal. D'ailleurs, il se met à soutenir Necker à l'époque. Le voilà donc modéré, lui qui a été tellement rigide pendant si longtemps. Pendant ce temps, son mariage fait haut de toutes parts. Madame passe son temps avec cette fameuse Jeanne-Marguerite de Gourbillon, qu'on soupçonne en plus de dilapider la fortune du ménage et d'être même, pour certains, un agent de renseignement anglais. Bref, monsieur n'en peut plus. Il demande à son frère le roi de mettre bon ordre et de renvoyer Madame de Gourbillon. Et pour son épouse, pour Marie-Joséphine, c'est très dur. Ça. Vraiment, là, les époux ne s'adressent même plus la parole. C'est l'époque où la Révolution est en train de se développer. Dans ce contexte inflammable, on voit le comte de Provence, on voit monsieur mettre au point avec ses proches un véritable complot qui, d'après lui, pourrait l'amener au trône. Le projet est inouï, il s'agit d'enlever le roi, la reine et les enfants royaux, de les mettre à l'abri loin de Paris, et par les troubles causés, monsieur serait appelé à devenir régent, et donc il deviendrait le roi Louis XVII. C'est comme ça qu'il voit les choses. Il faut quand même avoir un certain nombre d'hommes déterminés pour mener à bien un projet pareil. Des partisans, il faut neutraliser des personnalités de premier plan comme le maire de Paris, Bailly, comme Lafayette, qui à l'époque jouit d'une grande réputation en étant en 1789. Il faut surtout beaucoup d'argent. Le projet est confié à un certain marquis de Favras, qui va s'empresser de recruter, en commettant d'ailleurs des maladresses, des gens qui pourraient aider au complot. Bien sûr, Provence ne révèle rien de ses intentions à son frère, c'est évident. Favras finit par être arrêté et le prince est très vite désigné comme l'instigateur du complot. Alors là, ça va être compliqué. Il faut faire disparaître les traces écrites qui peuvent l'incriminer. Il doit se défendre lui-même devant l'Assemblée des représentants de la Commune de Paris. Et il va retourner l'assistance, disons-le. Même le maire Bailly est conquis par le plaidoyer du prince, c'est dire. Favras est désigné coupable, la peine de mort est prononcée, alors on va acheter son silence en lui promettant une grâce au dernier moment. La vérité, c'est que Favras sera bien exécuté et que le prince est blanchi de tout soupçon. Quand même, il n'a pas gagné beaucoup de crédibilité dans cette affaire. Le comte de Provence, de plus en plus, comprend que le pouvoir est en train d'échapper définitivement à sa famille. Alors il espère pouvoir partir en même temps que Louis XVI. Louis XVI s'en va le 21 janvier 1791. C'est ce que l'histoire retiendra sous le nom de fuite à Varennes. Eh bien, il va partir pendant la même nuit. Mais sauf que son exil à lui fonctionne. Première étape, Namur. À partir de Namur, il comprend que le roi, qui a été arrêté par ailleurs, n'aura plus du tout d'autorité, que c'est lui qui maintenant est le véritable chef. Il réunit autour de lui tout un conseil. Il décerne à son frère Artois le titre de lieutenant général du royaume, et il n'a plus qu'une obsession maintenant, c'est se faire reconnaître comme une sorte de régent par tous les souverains d'Europe. Alors Artois, son frère, le reconnaît comme une sorte de régent légitime. Le roi de Suède également, Gustave III, va le soutenir, mais ça s'arrête là. Non seulement Louis XVI refuse de lui accorder le moindre titre, mais tous les autres monarques continueront de le considérer comme un simple prince en exil. Et les cours étrangères regardent aussi bien Provence qu'Artois, d'ailleurs, comme des espèces d'agitateurs. C'est ça la vérité. Et ça va durer très longtemps. En 1792, il veut prendre part au combat qui oppose les armées européennes à l'armée française, mais sa demande est rejetée. Et alors qu'il pense que l'armée française serait vaincue, que la monarchie va être rétablie par l'Europe, eh bien c'est tout l'inverse qui se produit, puisque vous savez qu'on proclame la République en France. C'est un monde qui s'écroule pour lui. Et quand il apprend l'exécution de son frère, donc qui a lieu le 21 janvier 1793, bien sûr, alors là, c'est à la fois pour lui la fin de toute son histoire jusqu'ici, et peut-être
le début de quelque chose. Dès le 28 janvier, il signe un manifeste dans lequel il reconnaît son neveu Louis XVII, roi de France, où il se part du titre, lui, de régent avec l'intention de délivrer son neveu, de rétablir la monarchie. Ça, ce sont de beaux projets. Il se heurte de nouveau à un mur. Les émigrés considèrent que la régence revient à Marie-Antoinette et dans cet exil, sa santé s'abîme de plus en plus. À la mort de Louis XVII en 95, il se dit qu'il est désormais le roi Louis XVIII. C'est comme ça qu'il se fait appeler. Il organise autour de lui tout un protocole de circonstances, une étiquette. Il s'imagine encore, Louis XVIII, si vous me permettez de l'appeler ainsi, que la Révolution n'est qu'un accident, que c'est seulement une poignée de factieux qui est à l'origine et qui tient les choses. Il pense que son retour est proche. Il imagine qu'il va opérer une percée tranchante depuis les rives du Rhin grâce à l'armée de Condé. La vérité, c'est qu'il ne voit pas du tout la situation. D'ailleurs, on ne l'aime pas trop en Europe. Il va subir un attentat à Dillingen en juillet 96. D'ailleurs, une balle va le blesser au front. Il va faire toutes sortes de tentatives pour gagner sa couronne, sauf que la vérité, c'est qu'en France, on ne se tourne pas du tout vers lui ni vers sa famille. On se tourne vers un général de la République qui va établir le consulat puis l'Empire. Et pour Louis XVIII, c'est le début d'une véritable traversée du désert. Franck Ferrand sur Radio Classique. La dernière étape du long exil de Louis XVIII, c'est en Angleterre qu'elle a lieu. Il a 55 ans maintenant. D'ailleurs, son épouse qui lui a donné qui lui a fait tant de misère est maintenant décédée, Marie-Joséphine. Et il est marqué profondément par la maladie. Il est déjà aux yeux de tous un peu un vieillard. Et on ne sait pas en France qu'il a pris tellement d'embonpoint qu'il est devenu ce gros roi. On n'en sait rien. On a toujours de lui l'image d'un comte de Provence qui était encore relativement mince. Une petite limière quand même, le prince de Galles, qui vient d'être désigné régent, donc Georges IV, a de la sympathie pour lui, il le considère comme le roi de France. Et de l'autre côté de la Manche, Napoléon et son empire commencent à perdre un peu de leur superbe. Il n'en faut pas plus pour réveiller l'espoir de ce demi-roi, comme on disait dans les cours étrangères. Dans sa tête, l'heure est venue. Il est véritablement Louis XVIII et il va remonter sur le trône de ses ancêtres. C'est le moment. Il prépare une adresse aux Français, il échafaude un début de programme politique, il se présente comme le rédempteur, celui qui va réussir l'union de tous les Français. C'est peut-être un peu présomptueux, encore une fois, parce que l'option du retour des Bourbons ne suscite pas, disons-le, un franc enthousiasme dans la population française, et pas non plus dans les forces de la coalition anti-Napoléon. C'est en réalité Talleyrand qui manœuvre en coulisses, c'est Talleyrand qui va faire en sorte, avec Fouché, que ce scénario finisse par aboutir. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 6 avril 1814, Louis XVIII est donc officiellement appelé au pouvoir. Dans une formule magistrale, il va dire au marquis de la Maisonfort qui accourt pour le lui annoncer « Sire, vous êtes roi de France !» Et il répond « Ai-je jamais cessé de l'être ?» Ah oui, c'est ce qui s'appelle une certaine assurance, beaucoup de foi dans sa propre légitimité, n'est-ce pas ? Il a 58 ans et on peut dire qu'il vit son premier printemps le 24 avril. Il foule le sol français. Ça fait 20 ans qu'il était parti donc. Bien sûr, l'histoire nous a appris que son règne allait être très difficile. D'abord, il va perdre son trône 1 an après l'avoir reconquis, à la faveur du retour de Napoléon, pour ce qu'on appelle les 100 jours. Ensuite, il devra faire face à une chambre ultra-royaliste, avec des partisans d'un retour à l'absolutisme de l'Ancien Régime, avec son propre frère d'ailleurs, Monsieur, parce que maintenant Monsieur, c'est le comte d'Artois, qui deviendra bientôt le roi Charles X, et qui est un fervent défenseur de la cause des ultras. Il faut dire qu'en 1820 a été assassiné le jeune fils du futur Charles X, le duc de Berry, et que cet assassinat a tout changé. Et puis, surtout, pour le roi, ce règne est rendu difficile par son état. La goutte lui cause beaucoup de douleur et ce diabète chronique qui le torture jusqu'à ce que la gangrène finisse par s'emparer progressivement de ses membres. Peut-être qu'il faudrait dire de Louis XVIII qu'il aura néanmoins été
un exemple de constance, ce qu'on appelle aujourd'hui de la résilience, vous savez. Il a défendu toute sa vie la légitimité de son destin, malgré toutes les désillusions qu'il a pu connaître, et les drames et les affronts. C'est vrai qu'il l'a fait sans ciller, si je puis dire, et ça force l'admiration. Ensuite, on peut dire qu'il a tout fait pour donner une dernière chance à la monarchie en France. Il a essayé de la moderniser, de la rendre un peu plus populaire, de tenir compte d'un certain nombre des idées de la Révolution. On attribue toujours au règne de Louis-Philippe l'idée d'une politique de conciliation, de juste milieu, mais cette politique, disons-le, elle est née avec Louis XVIII qui avait l'esprit et l'intelligence de comprendre qu'il fallait s'adapter. À ceux qui lui reprochaient d'être devenu impotent, il disait « Ah, vous vous plaignez d'un roi sans jambes, vous allez voir ce que c'est qu'un roi sans tête ». Dans le numéro d'Historia, qui est en ce moment dans les kiosques et dont la couverture est consacrée aux Berbères, je consacre un grand article à Louis XVIII et à Charles X, et je raconte la mort du roi Louis XVIII. Le 12 septembre, je me cite moi-même, ça ne manque pas de sel, en dépit de sa volonté d'affronter debout, tout au moins assis, l'adversité, Louis est contraint de s'aliter définitivement. On lui administre les derniers sacrements. Le 14, il se sent assez fort tout de même pour refuser de réciter la prière aux agonisants, mais il retombe bientôt dans une léthargie qui paraît autoriser le retour des orants. Soudain, le roi rouvre un œil et, se moquant du trouble de son grand aumônier, lui lance d'une voix faible « Continuez, monsieur, puisque vous avez cru devoir commencer. Je n'ai pas peur de la mort. Il n'y a qu'un mauvais roi qui ne sache pas mourir. » Peut-être le souvenir du grand ancêtre Louis XIV lui a-t-il dicté ces paroles. L'agonie n'en finit plus. Au désespoir d'un entourage épuisé, que ne semble pas submerger le chagrin, même Madame Duquesla, qui est la favorite du roi et qui a pris congé le 12, se montre impatiente de retrouver une liberté richement dotée. Enfin, le 16 septembre, à 4 heures du matin, le docteur Portal peut constater le décès et, cérémonieux à souhait, venir s'incliner devant celui qui, désormais, sera le roi Charles X. Vous écoutez Radio Classique.